que, en plus des cas d'infarctus qui ont été décrits ici à la Pitié, on a vu nous-mêmes des AVC. Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'en ai parlé à Gilles quand on s'était dit, tiens, on va essayer de reprendre les 3 équipes de Brescia en Italie, la Pitié et la Riboisière. C'est que moi, j'avais eu un malade qui a été transféré de Pontoise, qui était un peu dyspnéique, mis sous oxygène dans un service de médecine. Et tout d'un coup, en pleine nuit, elle fait son AVC. Et malheureusement, voilà, on n'a pas, l'équipe sur place n'a pas imaginé que c'était un AVC. Elle arrive chez nous et nos neuroradiologues, quand ils vont tirer le thrombus, ils disent c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et donc je t'en ai parlé, tu m'as dit bah, c'est étonnant, moi aussi, quand je fais les coraux de ces malades, d'abord le thrombus il est dans l'aorte en partie, et c'est ce qu'on a vu chez la dame aussi. Et donc c'est un peu de là que notre collaboration a démarré. Et je vous montrais un cas qui est spectaculaire, qui est une dame qui effectivement a fait un thrombus total de l'aorte. Vous voyez, on reconnaît à peine en haut l'aorte, vous avez vu, qui est thrombosée de haut en bas, avec effectivement une dame qui est décédée. On s'est battu, mais on n'a pas pu la sortir d'un infarctus mésentérique massif. Mais vous voyez que tous les organes, incluant la rate et le reste, ont eu leur lot de thrombus. Un petit mot sur les microthrombus. Donc ça c'est un papier qui est sorti ce matin, mais tout à l'heure Alain disait effectivement c'est une maladie multi-organes. Donc le rein, ça a été aussi une découverte. Le rein est très vite touché à un très haut niveau. Effectivement, on voit quand on regarde les globules blancs et les plaquettes en vert et les globules blancs en rouge, on voit effectivement que sur l'ensemble des organes, on a des microthrombis. Donc c'est vraiment une maladie qui touche les veines, les artères et les micro-vaisseaux. Voilà. Donc le message général, c'est que c'est très fréquent. Je ne sais pas si pendant la discussion, vous me poserez la question qui m'est posée 10 fois par jour de gens qui sont sains, qui se promènent dans la rue, qui sont positifs. Est-ce qu'il faut être sous anticoagulants? Donc si vous me la posez, je vous répondrai. Et les artères, les artères se thrombosent aussi, les micro-vaisseaux, et il faut vraiment faire de la prévention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Bon, alors on te la pose tout de suite. Ça va à partir de quel moment? Ouais, mais vous allez dire qu'il n'y a pas de data. Donc, moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'émotions dans le truc avec l'Institut médico-légal. Et quand vous voyez des jeunes qui vont acheter le Doliprane, qui reviennent, qui meurent, moi, ça m'a secoué. Mon attitude est la suivante. C'est que quand les gens appellent, d'abord, parce que les Covid+, il y en a plein, hein, les étudiants en médecine, les internes, on a tout. Moi, ce que je propose, c'est deux niveaux. C'est tout d'abord, regarder avec la saturation, si la saturation est bonne, pas bonne. Bon, si la saturation est bonne, s'il a un peu de fièvre, un peu de fatigue, il n'y a pas de souci. Mais si on rentre chez quelqu'un qui vraiment ne bouge pas de son lit, parce que c'est quand même une maladie qui tape. Deuxièmement, qui a de la fièvre, qui clairement ne va pas bouger de chez lui pendant 2-3 jours, moi je propose un niveau préventif, mais niveau 1, c'est-à-dire pas la double dose, mais niveau 1. Moi je trouve que c'est déjà mieux que rien, parce qu'une fois encore, il y a des jeunes dans notre étude qui ont fait des embolies pulmonaires massives alors qu'ils n'avaient pas de facteur de risque. Mais tu as regardé leur fibrinogène et leur dédimère, ou tu fais ça indépendamment des marqueurs Moi je pense que c'est compliqué. Tu vois, par exemple, je pense que nous tous là, on a nos internes, on a nos chefs de clinique, on a des malades qui t'appellent en disant c'est compliqué, au point de vue général c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu doses et que tu as le fibrinogène qui dépasse 6 ou les dédimères qui dépassent 3000, ça, la discussion, le problème c'est que moi j'ai pas dosé chez les malades dans les à partir du moment où le patient est hospitalisé pour une forme... Moi je pense qu'il n'y a pas de discussion. Chez le malade qui est hospitalisé, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de discussion. Non, mais là où il y a discussion, et vraiment j'insiste, il faut qu'il l'ait 1 mois après être sorti. Vraiment. Vraiment, il y a des cas d'embolie pulmonaire clairement décrits de malades qui étaient à l'hôpital et qui ont fait des arrêts soudains. Et beaucoup de gens disent il a fait l'arrêt soudain parce qu'il a fait un trouble de rythme. Il faut arrêter ce délire-là. Les arrêts soudains dans le Covid, c'est l'embolie pulmonaire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas autre chose. Et on a beaucoup de cas, même de malades qui quittent l'AREA, qui sont retransférés dans les hôpitaux. Et on lui dit il a fait un arrêt sur un trouble du rythme. Non, il a fait une embolie pulmonaire. Donc ça existe et on le sait et c'est étiqueté aujourd'hui. Donc ces malades-là, il faut vraiment qu'ils restent sans anticoagulant. Les ambulants, bon, je vous ai dit, hein, ça c'est ma vision, mais effectivement on peut se dire tant qu'ils ne rentrent pas à l'hôpital, on ne fait pas. Alors on est tous venus à ce que tu dis, c'est-à-dire une augmentation des doses d'anticoagulants parce qu'on voyait qu'on était en échec, en particulier à l'hôpital. Sur les ambulatoires, c'est vrai qu'il est assez attractif d'utiliser des AOD
très largement, très rapidement, peut-être orienté ou pas par les marqueurs, ça reste ouvert. Moi, je suis surpris par l'expérience du Mont Sinaï. Vous irez voir le papier qui est en ligne dans le JAC, maintenant avec 4000, je sais plus, 600, 700 malades. Et regardez thérapeutique versus préventif, et ça sort pas bien, ça. Par contre, anticoagulation tout court, ça sort très bien. Oui. Mais on ne sait pas tout sur l'anticoagulation encore. Hein. Et sur les meilleurs médicaments, je pense que l'héparine standard, c'est pas un bon médicament, contrairement à ce qu'on peut penser. Nous c'est pour ça qu'avec nos hématos, c'est plutôt HBPM ou AOC. C'est le meilleur traitement, c'est HBPM, et tout le monde commence à le dire. Et alors, juste une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, mais c'est une maladie thrombotique ou c'est une maladie endothéliale? Très certainement les deux. Il y a des éléments pour penser que c'est vraiment les deux. Nous, on a un facteur qui est le GDF15, qu'on a mesuré. Le GDF15, il monte comme, tu sais, les malades qui font les hématomes dans le psoas, ce truc comme ça. C'est-à-dire que tu sens que le micro-vaisseau, il est au bout du bout, il est malade et il ne joue pas son rôle. Donc il y a clairement une maladie, enfin je pense qu'il y a une maladie endothéliale. On a mesuré aussi l'adrénoméduline. Le papier est en révision aussi, qui monte très fort. Donc c'est sûr que la cellule endothéliale, elle prend un coup sur la tête. Et on sait aussi qu'in vitro, il y a aussi des soucis de coagulation. Alors, les gens pensent que c'est le facteur tissulaire, mais c'est en train d'être étudié encore. Ouais, okay. Et alors, tu nous as montré des beaux Doppler avec des énormes thrombis. Et tu nous dis que quand il y a des thrombis, on les anticoagule. Bon, c'est vrai qu'il est peu probable qu'on arrive à les faire fondre avec l'anticoagulant, tellement ils sont énormes. Tu nous dis qu'ils saignent. Vous avez mis des filtres caves ou pas? Alors, tu sais que les réanimateurs, ils n'aiment pas trop les filtres caves. Mais ça, on est dans des cas exceptionnels. Nous, en tout cas, entre Bruno et nous, à peu près, parce que nous, on couvre aussi Saint-Louis, on a à peu près 150 malades. Nous, on n'a jamais vu, une fois qu'on a vu le thrombus, qu'on l'a traité, on n'a jamais vu d'embolie pulmonaire secondairement, alors que tu vois, on les suit régulièrement. Mais c'est peut-être une erreur. En tout cas, j'imagine qu'à ce jour-là, si le gros truc part et qu'on voit un deuxième à côté, probablement qu'on le ferait quand même. Et c'est pas des CIVD ceux qui saignent? Ah non, c'est vraiment... on a l'adjoint du chef de service d'un des SAU du nord de Paris, un grand baraquet, il nous a fait l'hémoptysie, on a mis le ballonnet, on est allé à Tenon, il a été embolisé. Le type, il est comme toi et moi aujourd'hui, donc c'est vraiment une maladie vasculaire. Autre question pour Alexandre? Donc vous préférez l'héparine, bien sûr, aux AOD. À l'hôpital, en thérapeutique, je pense qu'on va... Ouais, c'est plus facile à manier quand même. Les AOD... Mais l'étude de Fuster, c'est exactement ça. Hein. C'est HBPM contre AOD. Hein. Alors, en ambulatoire, ça serait probablement une solution. Mais là, ils vont être hospitalisés. Hein. Ouais. Le problème des HBPM en ambulatoire, c'est que d'abord, en période de confinement, il faut trouver les infirmières pour faire les injections. Hein. Ouais. Il y a trouvé personne. Hein. Je suis d'accord. C'est un vrai problème. Quoi. Je suis d'accord, mais une fois encore, j'avoue humblement que je suis biaisé parce que je suis dans le truc depuis plusieurs mois, mais quand tu vois des jeunes qui se payent dans le tronc de l'artère pulmonaire, tu te dis que quand même, et puis on sait tous que c'est une maladie thrombotique. C'est clair, nous le premier malade dans le service le 25 février, c'était une embolie pulmonaire massive, donc on envoie l'ECMO, les MAC mettent l'ECMO à Creil, c'était le fameux professeur là, du collège de Creil, et qui avait une maladie Covid pulmonaire modérée finalement, et une embolie pulmonaire massive qui a emporté. Et le premier malade, la gamine de 12 ans, là, dont tout le monde a entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez le détail, mais c'est une embolie pulmonaire. Hein. Fille de 12 ans.